Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci à Pierre-Rose Envallon et à toute l'équipe du Collège de France pour leur invitation. Alors, Dominique Cardon a dit beaucoup de choses passionnantes sur ce phénomène des fausses informations en ligne. Ce que je vais essayer de faire, moi, pendant la demi-heure qui suit, c'est plutôt de développer un point de vue un peu plus micro-sociologique sur le partage des fausses informations comme pratique sociale et voir de ce que l'on peut dire du débat public en ligne quand il se fait à partir de fausses informations, à partir de fake news. Alors, la première chose à dire sur ce phénomène, quelque chose qu'on n'a pas encore dit depuis ce matin, c'est qu'on utilise en français le terme de fake news, mais en anglais, le terme de fake, il a une petite particularité, notamment par rapport à un autre terme qui exprime le faux, qui est celui de false. Le fake, c'est une imposture, c'est quelque chose qui est fabriqué, quelque chose qui est construit, qui imite une certaine réalité, mais dans le but de tromper. Donc il y a cette dimension fabrication qui est vraiment très importante sur le phénomène des fake news et dont je vais vous parler tout de suite. Alors, par rapport à tout ce qui touche aux rumeurs, aux théories du complot qui sont très répandues sur Internet, qui existent depuis très longtemps, ce phénomène plutôt récent des fake news, il a quand même trois particularités. La première, c'est que ces rumeurs politiques, ces fausses informations, elles vont être utilisées notamment à des fins de propagande politique. Ça, je vous en parlerai un petit peu plus après. Lorsqu'on observe notamment la base de données du Codex, dont... décidément... La base de données du Décodex, dont parlait Dominique Cardon, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a un nombre important de rumeurs qui sont des rumeurs à portée politique. Des rumeurs utilisées à des fins de propagande politique, pas par tous les courants politiques, là aussi Dominique Cardon en a un petit peu parlé, c'est un phénomène qui est très marqué à l'extrême droite, que ce soit aux États-Unis ou en France, là aussi, je vais avoir l'occasion d'y revenir. Le deuxième point, c'est l'intégration de ces fausses informations dans ce qu'on peut appeler l'économie du clic, propre aux réseaux sociaux, et à cette idée que ces fausses informations, elles vont aussi permettre de générer des revenus publicitaires et des revenus très importants. Un exemple que l'on donne beaucoup lorsqu'on parle des fake news, c'est cette enquête de BuzzFeed aux États-Unis pendant la campagne électorale américaine, où les journalistes du site s'étaient rendus compte qu'une centaine de sites, donc c'est un chiffre quand même important, une centaine de sites qui produisaient des fausses informations pro-Trump étaient localisés en Europe de l'Est et notamment en Macédoine. Et les journalistes s'étaient demandé, mais pourquoi en Macédoine? Est-ce que l'équipe du candidat républicain a délocalisé la production de sa propagande en Europe de l'Est? Ils étaient allés sur place et en fait, ils étaient tombés sur des adolescents de 15, 16, 17 ans qui produisaient des fausses informations juste pour gagner de l'argent, pas du tout avec un objectif idéologique. C'est-à-dire qu'ils s'étaient rendus compte que les fausses informations pro-Trump étaient les contenus les plus partagés sur le Facebook américain. Donc, eux montaient leur site Internet, mettaient des encarts de publicité sur leur site, faisaient circuler les fausses informations sur le Facebook américain, et les internautes américains, en cliquant sur ces fake news, arrivaient sur leur site, étaient exposés à des contenus publicitaires, et eux pouvaient toucher une part de ces revenus de cette façon. Et ce que disaient les journalistes de BuzzFeed, c'est que pour les plus productifs de ces adolescents, les plus productifs pouvaient toucher jusqu'à 5 000 $ par mois en produisant des fausses informations, alors que le revenu moyen en Macédoine, il est plutôt de l'ordre de 400 €. Donc ça, c'est, comme le soulignait aussi Dominique Cardon, quelque chose de très important, l'économie du clic à prendre en considération dans la circulation de ces fausses informations. Mais ce qui crée vraiment la controverse et ce qui crée tout ce débat autour de la post-vérité, c'est quand même cette idée que ces fausses informations, elles vont venir concurrencer directement les publications des médias traditionnels sur les réseaux sociaux, alors avec des effets évidemment différents. Mais ce qui a marqué quand même l'évolution du marché de l'information ces dernières années, c'est que les réseaux sociaux, et Facebook en particulier, sont devenus une des portes d'entrée
principale, d'une part de plus en plus importante des citoyens vers l'actualité, et notamment les plus jeunes d'entre eux. Là, le graphique que vous voyez à l'écran donc, représente les différentes sources d'informations par catégorie d'âge dans je crois que c'est 38 pays différents, d'après le rapport du Reuters Institute de l'année dernière, qui confirme que dans les 38 pays qui sont étudiés, les réseaux sociaux, pour les 18-25 ans, sont la première source d'information. Et donc, qu'est-ce qui caractérise les réseaux sociaux comme marché de l'information? C'est l'idée que les différentes sources sont au même niveau. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles se valent, mais elles sont au même niveau, elles apparaissent de la même façon. Et les règles de circulation de l'information sur les réseaux sociaux sont un peu différentes de celles en vigueur dans d'autres espaces médiatiques, notamment parce que ce sont des indicateurs de popularité qui vont remplacer des indicateurs de notoriété. On aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais l'idée, c'était vraiment de vous dresser un petit panorama comme ça. Alors maintenant qu'on a dit tout ça, on n'a pas dit grand-chose, puisque, en fait, quand on se dit que les fausses informations génèrent une véritable industrialisation de la production des rumeurs, qu'il y a un véritable marché, que justement, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que si on prend le terme de marché cognitif, le concept de marché cognitif de Gérald Bronner, qui s'exprimera cet après-midi, on pourrait dire justement que ces fausses informations sont un produit très compétitif sur ce marché. La question, c'est de savoir maintenant, si c'est un produit compétitif, s'il y a un marché de la désinformation, c'est aussi qu'il y a un public. C'est qu'il y a un public, et la question qu'on pourrait se poser, c'est de se demander pourquoi, au final, les internautes partagent-ils autant de fausses informations? Alors là, on a plusieurs pistes de réflexion sur cette question du pourquoi, après tout, si les gens n'y croient pas forcément, quel est l'intérêt de partager ces fausses informations? Alors, il y a une récente étude, qui est d'ailleurs une étude en cours de Coralie Le Caroff et Mathieu Foulot, qui étudie la manière, à partir d'entretiens avec des internautes qui partagent des fausses informations, la manière dont ces internautes peuvent se percevoir eux-mêmes comme des lanceurs d'alerte. Alors, eux vont avoir des profils idéologiques assez différents. Par contre, ce qui caractérise ces individus, ces internautes qui partagent des fausses informations, c'est vraiment une défiance largement partagée contre les médias, contre les élites politiques, contre les élites intellectuelles. Ça, on en a beaucoup parlé depuis ce matin. Donc, j'insiste pas là-dessus, mais vraiment cette idée de se concevoir comme un lanceur d'alerte qui va chercher à alerter, à informer son cercle de contact. Une autre piste de réflexion, c'est de concevoir le partage des rumeurs comme une activité sociale. La sociologie des rumeurs, avec les travaux de Pascal Froissart ou Philippe Aldrin l'ont bien montré. L'intérêt d'une rumeur, c'est aussi justement de la partager, d'en parler avec ses proches, de faire fonctionner le lien social. Et puis, il y a aussi une dimension identitaire, c'est-à-dire que partager des fausses informations ou des rumeurs, c'est aussi montrer son appartenance à un groupe. Et dans le cas des fake news qui nous intéressent ce matin, c'est montrer son appartenance à un groupe idéologiquement orienté. C'est-à-dire que ce que nous dit la sociologie des rumeurs, c'est que les individus qui vont partager des rumeurs, au final, n'y croient pas dur comme fer à ces rumeurs, c'est plutôt qu'ils vont adhérer à une vision du monde qui est véhiculée par ces fausses informations. Et en ce sens, les fausses informations dont nous allons parler tout de suite, elles véhiculent une vision très particulière de la société et du monde politique en général. Et puis on a les travaux aussi d'Emmanuel Taïeb sur les théories du complot, qui montrent justement que ces théories du complot, ces fausses informations, elles peuvent aussi s'apparenter à des prises de parole politiques, qu'elles sont connectées à des réseaux qui vont chercher à politiser par la circulation des fausses informations des publics qui n'étaient pas forcément politisés a priori. Et donc, lui conçoit ces fausses informations comme des coups politiques pour des entrepreneurs de politisation. Là, je reprends ces termes. Alors, si on a ces différentes pistes pour comprendre un petit peu pourquoi on a autant de partage de fausses informations, on peut se demander de manière un petit peu plus empirique quels sont les types de discours politiques, justement, qu'incarnent ces fausses informations.
quelle représentation du monde elles vont porter, quelle valeur elles vont chercher à promouvoir, ces fausses informations. Et pour chercher à répondre à cette question, je vous propose de faire une petite plongée dans le monde de ces fake news à partir de la base de données des décodeurs du monde, dont parlait aussi Dominique Cardon avant. Alors, les décodeurs du monde, vous en avez sûrement entendu parler. C'est une cellule d'investigation du journal Le Monde qui est spécialisée dans le fact-checking, la vérification des faits, et qui vérifie notamment les rumeurs, notamment les rumeurs politiques, en circulation sur les réseaux sociaux, et qui ont rendu public en septembre dernier la base de données des rumeurs que, justement, ils avaient cherché à fact-checker, à vérifier entre février et septembre 2017. Et cette base de données, elle comprend 101 fausses informations différentes qui ont occasionné la production d'un millier d'articles. Et ce millier d'articles, sur le Facebook français, a engendré plus de 4 millions de partages. Donc c'est un chiffre qui est quand même très important, c'est 4 millions de partages. À titre indicatif, on avait une étude d'Irène Bastard en 2012 qui portait sur le partage des informations sur les réseaux sociaux, et, alors qui se déroulait certes hors de campagne présidentielle, mais qui tendait à montrer que dans les médias français, une information produite par un média traditionnel était partagée entre 50 et 150 fois. Là, les fausses informations dont on va parler, elles sont partagées des dizaines, voire des centaines de milliers de fois sur le Facebook français. Alors, dans cette base de données du décodex, des décodeurs plutôt, c'est une base de données un peu différente, on voit sont réparties les fausses informations en fonction des thèmes qu'elles abordent, où on voit notamment en haut que les fausses informations politiques, sur ces 101 rumeurs différentes, sont les plus nombreuses. Je fais une petite parenthèse ici, c'est aussi lié à la manière dont les journalistes du Monde, les décodeurs, vont bâtir cette base de données. Ça, c'est très important à souligner quand même, puisque eux vont bâtir cette base de données en suivant de manière empirique les fausses informations qui sont beaucoup partagées sur les réseaux sociaux. Et donc, eux vont s'intéresser, notamment dans le cadre de la campagne présidentielle, à des informations politiques. Donc, elles sont très présentes dans la base de données du décodex. Ça signifie pas forcément, c'est pas forcément représentatif de toutes les fausses informations sur le Facebook français. Ce qui est intéressant, par contre, c'est que si les rumeurs politiques sont les plus nombreuses dans cette base de données, celles qui occasionnent le plus d'articles sont les fausses informations de santé. Là aussi, Dominique Cardon en a parlé juste avant moi. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a un réseau qui est beaucoup plus important de sites producteurs de fausses informations dans le domaine de la santé. Et puis surtout, ces fausses informations dans le domaine de la santé, elles sont beaucoup plus partagées que les autres. La moitié des partages dans cette base de données, ce sont des fausses informations qui parlent de santé. Alors là aussi, on pourrait émettre différentes hypothèses à ce sujet. On pourrait notamment penser que le coût social en termes de partage d'informations, de fausses informations de santé, est moins important que lorsqu'il s'agit de fausses informations politiques qui font qu'on va tout de suite être identifié comme un complotiste, comme un militant d'extrême droite par ses proches, alors que quand on partage des fausses informations de santé sur les vaccins ou autres, disons qu'il y a une tolérance quelque part un peu plus large par rapport à ces sujets-là. Alors, si on s'intéresse maintenant de manière un peu plus précise à ces fausses informations politiques, on a 234 articles au total qui correspondent aux fausses informations politiques dans cette base de données du Monde. Si on essaye d'observer chacune d'entre elles pour voir quelles sont les personnalités politiques qui sont visées par ces fausses informations, sans surprise, la personnalité de très loin la plus visée, c'est Emmanuel Macron. Je vous disais, la base de données, elle part de février 2017, elle s'arrête en septembre. Donc, c'est à la fois le Emmanuel Macron candidat, qui est effectivement la cible principale des réseaux d'extrême droite, et le Emmanuel Macron président. On a Hillary Clinton, on a aussi souvent des fausses informations qui nous parlent de l'État, du gouvernement, sans citer explicitement des personnalités, Brigitte Macron,
David Douillet. Alors pourquoi David Douillet? C'est un peu surprenant. C'est tout simplement une fausse information sur un détournement d'argent dans la fondation Piège Jaune dont aurait bénéficié David Douillet. Alors le titre, c'était quelque chose comme Piège jaune, les revenus scandaleux de la France d'en haut. Donc voilà, ça vous donne une idée de pourquoi ça ressurgit en 2017. Mais en tout cas, la temporalité des fausses informations, c'est toujours quelque chose d'un peu surprenant. Elles vont sortir à un moment donné, elles vont être reléguées dans les caves du web, comme disait Dominique tout à l'heure, et puis ressurgir après sans explication particulière. Surtout, ce qui est plus important que les personnalités, ce sont les thématiques dans ces fake news politiques. Si on observe chacun de ces articles et qu'on regarde de quoi ils parlent, on s'aperçoit que la thématique ultra dominante dans ces fausses informations politiques, c'est la thématique de l'impôt et de la dépense publique. C'est 119 articles sur les 234, donc plus de la moitié, qui vont avoir pour sujet principal les augmentations d'impôts ou la mauvaise gestion des fonds publics par les gouvernants, ce qui est vraiment le sujet dont on parle le plus. Est-ce que j'ai des... Voilà, c'est ça. C'est que cette thématique de l'impôt, donc généralement c'est la question de l'augmentation des impôts pour les catégories de personnes les moins favorisées, baisse pour les plus riches, mauvaise gestion des dépenses publiques. Certes, ça touche 119 articles, mais c'est plus de la moitié des partages, des fausses informations politiques. Donc on s'aperçoit vraiment que cette question de l'impôt, c'est le vecteur principal d'une certaine forme d'indignation citoyenne qui s'exprime aussi à travers ces fausses informations. Je vais y revenir. Autre thématique, celle de l'immigration. Quand on observe les fausses informations sur l'immigration, il y en a 45 au total. Il y en a 11 qui vont viser davantage les minorités que les migrants à proprement parler. Les migrants, c'est 34 articles, mais surtout, le partage des fausses informations liées à l'immigration, c'est 96% qui concerne les migrants. Donc c'est vraiment le sujet principal dans la thématique immigration, la question des migrants. C'est directement lié à ce que je vous disais tout à l'heure, des réseaux d'extrême droite qui sont très mobilisés dans la production de ces fausses informations. Et puis, là aussi, si on s'intéresse un peu plus au sujet dont parlent ces fausses informations liées à l'immigration, on s'aperçoit que là encore, ce sont les dépenses publiques liées à l'accueil des migrants qui vont susciter la plus importante production d'articles. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc, lorsqu'on observe un petit peu cette base de données des décodeurs du monde, on s'aperçoit qu'effectivement, ce partage de fausses informations, il a une dimension politique assez importante. Hein. Il peut être utilisé, on peut y avoir recours comme une manière d'intervenir dans le débat public. Il y a une forte tonalité anti-système dans ces articles, alors je mets des guillemets à anti-système, et xénophobe. Là, une fois de plus, c'est lié au réseau qui produit ces fausses informations, très marqué à droite, à l'extrême droite. Et puis, on a une cristallisation, comme je vous le disais, autour des thèmes de l'impôt et des dépenses publiques, avec un cadrage ultra dominant, là aussi, qui est celui de l'injustice. C'est pour ça que je vous disais que ces fausses informations, elles sont aussi un vecteur de l'indignation, de certaines indignations citoyennes. Alors, à partir de ces fausses informations, la question que je me suis posée était de savoir comment les gens qui les partagent vont débattre dans les commentaires de Facebook à partir de ces éléments souvent imaginaires, à partir de ces fausses informations. Alors déjà, c'est assez difficile d'appréhender manuellement, si je puis dire, la circulation de ces fausses informations, puisque ce qui est intéressant, c'est de suivre le relais, le phénomène de relais. Vous allez avoir par exemple un site d'extrême droite comme La Gauche m'a tué, qui a quand même 400 000 personnes qui le suivent sur Facebook, qui va produire sur son site une fausse information, qu'il va mettre en circulation sur
sa page. Donc là, on sait que les 400 000 personnes qui suivent un site qui s'appelle La Gauche m'a tué sont orientées politiquement. Sauf que cette information va ensuite être partagée par d'autres personnes ou par d'autres groupes qui, eux, sont beaucoup moins politisés. Un exemple que je vous donnerai, c'est par exemple La vie des femmes, quelque chose comme ça. Enfin, on a des sites qu'on identifie beaucoup moins comme étant politisés. Et donc, c'est par ce biais des relais que ces fausses informations vont toucher justement des publics qui ne sont pas politisés à la base. Alors, je vous passe les détails sur la manière d'appréhender un petit peu la manière dont circulent ces fausses informations. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que justement, sur Facebook en particulier, on a une culture de la conversation dont Dominique Cardon a parlé un petit peu avant, qui est très particulière. Les travaux de Dominique Cardon, justement, ou Franck Rébillard, ont bien montré que ce qui caractérise la circulation des informations sur les réseaux sociaux, c'est le fait de lier l'information et le débat. Dans d'autres espaces médiatiques, on a des séquences d'informations, des séquences d'échanges, d'analyses, etc. Sur les réseaux sociaux, tout est mélangé, on débat au même moment que l'information sort. Ces pratiques de débat, elles s'ancrent aussi dans le quotidien des individus, dans la vie quotidienne des individus, ce qui est aussi un élément important, je vais y revenir. Et puis justement, cet espace médiatique des réseaux sociaux, avec des nouvelles opportunités de participation, partager l'information, l'aimer, la liker par un clic, et puis les nouvelles contraintes aussi que ces réseaux font peser sur les expressions, vont faire naître une certaine culture à part entière du débat en ligne. Alors, je me suis intéressé donc à un petit corpus d'environ 350 commentaires dans ces fils de discussion. Et la première chose qui m'a surpris, c'est que le débat sous ces fils de discussion, c'est un débat qu'on pourrait qualifier d'argumenté. Alors je mets argumenté entre guillemets. C'est pas forcément argumenté au sens des travaux en philosophie politique sur la délibération. Ce que je considère comme argumenté ici, c'est une volonté de participer à un débat, donc d'exprimer une prise de position, de répondre à quelqu'un dans une logique qu'on pourrait qualifier de constructive, en tout cas de participer à l'échange. Contrairement à l'avis ou au témoignage, qui là n'a aucune portée constructive, si je puis dire. Donc on s'aperçoit qu'en fait, le fait de débattre à partir d'éléments imaginaires, ou en tout cas qui s'avèrent faux dans bien des cas, n'empêche pas d'avoir un véritable débat politique, et en ce sens n'empêche pas des indignations, comme je le disais, de s'exprimer et d'être rendues publiques sur ces pages. Pour autant, ce qui caractérise le débat sur Internet, et notamment sur les réseaux sociaux, c'est aussi l'accueil d'une grande diversité des registres d'expression. Alors, par exemple, lorsque vous avez une fausse information comme celle-ci sur Bruxelles a sorti le texte pour la suppression du liquide en 2018, vous allez avoir des modes d'intervention qui vont être très divers, des prises de position politiques, des insultes, des blagues, des coups de gueule, et puis des appels au vote pour Marine Le Pen. Donc vraiment, on est dans une logique où les différents registres d'expression publique vont être complètement mélangés, sans qu'au final, ça ne pose de véritables problèmes, ce ne soit un véritable obstacle à la conversation. Ensuite, ce débat autour de ces fausses informations, c'est un débat qui est quand même assez politisé, avec une forte présence de messages à tonalité d'extrême droite, autour de 12,2% de ce corpus de messages. On a aussi beaucoup de messages anti-Macron ou anti-système qui sont très marqués à l'extrême droite, mais lorsqu'on les observe, qu'on les analyse, il n'y a rien qui puisse nous permettre de dire que c'est vraiment un propos d'extrême droite, mais dans la tonalité, on le ressent quand même. Alors que les propos qui pourraient être identifiés comme étant des propos de gauche ou qui soutiennent Emmanuel Macron ne représentent que 3,5% du corpus. Donc ça, c'est vraiment aussi quelque chose de très important. Quelque chose qui est vraiment fondamental dans la manière de débattre de ces fausses informations, c'est que cette politisation des débats,
elle varie énormément suivant l'espace au sein duquel les échanges vont prendre place. En ce sens, la question des fausses informations, il est allié à un autre débat qui est celui de l'enfermement idéologique sur Internet et sur les réseaux sociaux. Dominique Cardon en parlait tout à l'heure, je ne développe pas, mais cette idée que les mécanismes propres à Internet, sur le web, sur les moteurs de recherche et encore plus sur les réseaux sociaux, vont faire qu'on va être dans des espaces de discussion qui sont idéologiquement homogènes et qu'on va avoir tendance à échanger avec des gens qui partagent nos opinions. Alors, c'est effectivement vrai, mais on pourrait distinguer deux choses. On pourrait distinguer les groupes qui sont d'abord politisés. Alors, quand vous êtes abonné à la page de Riposte laïque, La gauche m'a tué, Égalité, réconciliation, etc., vous, a priori, vous êtes quand même orienté politiquement, et il y a fort à parier que les commentaires, le débat qui s'installe sous une fausse information, vont relever de ce qu'on pourrait qualifier de chaîne d'indignation, donc c'est-à-dire des messages qui vont se succéder et qui vont aller dans le même sens. Mais sur Internet, on a aussi ce que le chercheur Scott Wright appelle des tiers espaces. Des tiers espaces qui sont des espaces qui, eux, ne sont pas politisés a priori, et au sein desquels une discussion contradictoire peut prendre place. Alors, je fais une petite parenthèse là-dessus. Scott Wright, il nous parle des tiers espaces sur Internet en s'inspirant de la théorie des tiers-lieux du sociologue Oldenburg, en disant, Oldenburg qui nous disait que dans notre vie de tous les jours, alors il ne parlait pas du tout d'Internet, nous avons tendance à discuter avec des gens qui sont d'accord avec nous, politiquement parlant, mais qu'il existe des espaces dans lesquels la vraie discussion politique, donc la vraie discussion contradictoire peut avoir lieu, et lui en donne pour exemple les pubs, c'est-à-dire que quand vous allez boire un verre dans un pub, vous n'y allez pas pour avoir une discussion politique, vous avez des gens qui viennent de différents milieux sociaux, qui ont des opinions différentes, mais les pubs sont aussi des endroits où parfois la discussion politique fait irruption et on ne peut pas y échapper. On ne peut pas y échapper, et là prennent place des discussions véritablement contradictoires. Et ce que nous dit Scott Wright, c'est que sur Internet aussi, on a des tiers-lieux, que lui appelle des tiers-espaces, des third spaces, qui sont des espaces qui ne sont pas politisés, au sein desquels vont prendre place des discussions politiques contradictoires. Alors par exemple, on va avoir, sur Doctissimo par exemple, où il y a des forums qui sont très populaires, on a des discussions politiques qui vont faire irruption, où on va avoir des points de vue contradictoires qui vont être rendus publics et se confronter. Et c'est un peu pareil sur Facebook, c'est-à-dire qu'on va avoir des espaces qui ne sont pas politisés a priori, mais qui eux aussi vont se mettre à partager des fausses informations. Alors là, par exemple, vous avez cette page que j'ai entourée, Les conneries des mignons. Alors, les mignons, ce sont des personnages de dessins animés. On imagine que les gens qui ont aimé la page Les conneries des mignons, ils sont quand même 120 000. Voilà, c'est quand même des pages aussi auxquelles s'abonnent beaucoup de gens. Ne sont pas politisés a priori, en tout cas, ne se sont pas abonnés à cette page pour discuter politique. Mais voilà que ces sites vont aussi se mettre à partager des informations, celles-ci sur Macron qui supprimerait les allocations familiales. Et donc, dans ce cadre-là, dans ces tiers espaces, on va avoir des débats contradictoires qui sont rendus possibles à partir de ces fausses informations. Avant-dernier point, ça, c'est très important aussi, le débat à partir des fausses informations, c'est un débat qui est très agressif. Ont été codés dans ce corpus de messages comme étant agressifs, des messages qui comportent des insultes ou qui vont prendre à partie de manière virulente d'autres internautes. Et ce que vous voyez à l'écran, que la part des messages agressifs, c'est pratiquement un tiers des messages. Donc c'est quand même quelque chose de très important. Et de la même façon qu'aujourd'hui, ce matin à la radio, on nous a parlé des températures réelles et ressenties, dans ces espaces de débat, vous avez l'agressivité réelle et l'agressivité ressentie, c'est-à-dire que si vous avez 30% de messages qui sont agressifs, votre ressenti, il est beaucoup plus important. Vous avez vraiment l'impression d'être dans des fils de discussion qui sont extrêmement agressifs, mais de façon assez surprenante. Cette agressivité n'est pas forcément un obstacle à l'échange. Et là aussi, c'est très lié
à la culture de débat sur Internet. On sait qu'il y a beaucoup d'agressivité dans les échanges sur Internet, il y a beaucoup de virulence, mais il y a beaucoup d'études qui le montrent, cette virulence, elle n'est pas un obstacle au débat, ce qui peut paraître surprenant, ce qui accompagne une dynamique de brutalisation du débat en ligne. Alors quand on parle de brutalisation du débat en ligne, il y a d'autres choses qui viennent se greffer là aussi à ce phénomène des fausses informations, l'agressivité, mais il y a aussi tout ce qui touche au discours de haine. Là, je vous ai donné quelques exemples de propos islamophobes qui sont aussi très nombreux, notamment lorsque les fausses informations sont partagées par des groupes d'extrême droite, des phénomènes d'harcèlement collectif, etc., etc. Le dernier point que je voudrais aborder, c'est la question du fact-checking, de la vérification des faits, qu'a évoqué là aussi Dominique Cardon. C'est quelque chose qui m'a beaucoup surpris dans ce corpus d'intervention, de prise de parole. Une part importante de ces prises de parole sont des interventions qui relèvent du fact-checking, c'est-à-dire qui visent à apporter un démenti à la fausse information, c'est-à-dire un commentaire qui dit « attention, c'est une fausse information ». Ça correspond quand même à 17,1% de l'ensemble du corpus de messages, ce qui veut dire qu'un message sur 5 ou sur 6, sous ces fausses informations, est un message qui vient justement apporter un démenti. Alors, l'efficacité de ce démenti, de ce fact-checking, il est très variable. Il est très variable, notamment en fonction du degré de politisation des groupes en question. Là, par exemple, vous avez, alors je ne me rappelle plus quel groupe c'était, mais c'était un groupe qui était politisé. On s'aperçoit que le premier message qui arrive sous la fausse information, donc qui concernait une fausse information relative au rapport entre Macron et Drahi, je passe, est un message qui dit « c'est faux, ça vient d'un journal satirique en ligne, Logographie, vérifiez vos sources et ne croyez pas tout ce qu'on vous dit, car on trouve tout et n'importe quoi sur Internet ». Ce message, il a eu 179 personnes qui l'ont soutenu, alors que vous voyez que ceux qui suivent sont à 2 soutiens, 2 likes, comme on dit sur Facebook. Bref. Vous avez ce message d'un des internautes qui va prendre plusieurs fois la parole par la suite, qui dit « Non, mais tout le monde est au courant que c'est une fausse information, mais ce qu'on voulait, c'était juste vous montrer ce que ça fait quand les informations, les médias généralistes qui soutiennent massivement Macron vont comporter des rumeurs pro-Macron. » Donc cette idée de dire que, de toute façon, vos médias traditionnels, ils vont soutenir Macron, donc nous, on soutient Marine Le Pen, et nos fausses informations, on sait qu'elles sont fausses, mais on veut vous montrer ce que ça fait. Donc là, évidemment, vous comprenez que c'est un peu compliqué pour quelqu'un qui vient apporter un démenti de se faire entendre. Ce que nous disent les études sur le fact-checking, c'est que le fact-checking fonctionne lorsqu'il arrive rapidement. Ça, c'est très important. Il faut qu'il arrive rapidement lorsque la fausse information est publiée. Et puis, il faut que ce démenti il soit soutenu par la communauté des internautes, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait beaucoup de personnes qui viennent le liker lorsqu'on est sur Facebook ou abonder dans son sens, etc., etc. Et ça, c'est un facteur qui va pousser à convaincre les internautes. Mais la question, c'est de savoir convaincre qui. Lorsque vous apportez un démenti sur un fil de discussion Facebook, vous n'arriverez jamais à convaincre les convaincus qui ont publié la fausse information. Mais le but du fact-checking, c'est de convaincre ceux qui ne participent pas à la discussion et qui ne font que la consulter, que la lire, et qui sont majoritaires sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que là, on parle de ceux qui prennent part aux discussions, mais la majorité des internautes sur Facebook ne font que lire les discussions sans jamais y intervenir. Un autre exemple qui est une fausse information publiée par un élu, les Républicains alsaciens, sur le fait que Emmanuel Macron allait instaurer un loyer pour les propriétaires. Vous voyez, dès le début, il y a quelqu'un qui apporte un démenti en disant « c'est un mensonge du début à la fin ».
Ça n'empêche pas cet élu et d'autres de dire ça c'est de la propagande, votre démenti c'est de la propagande. Et puis, à différents moments, on va avoir des démentis. Vous nous l'avez déjà sorti celle-là. D'ailleurs, les non-propriétaires comme moi sont contents. Là, Jean-Michel, c'est de l'intox, restez intellectuellement honnête. C'est du pipeau, faut arrêter ces conneries. Riposte laïque est un site d'extrême droite, c'est juste une grosse intox, etc., etc. Mais on voit ces messages de démenti revenir. Ça n'empêche pas d'autres messages de suivre. Et puis l'échange se termine par un « le 24 avril, il sera trop tard, réfléchissez ». Donc il montre bien que le fait d'apporter un démenti n'a pas été forcément très efficace. Alors, en conclusion, vous dire qu'effectivement, là aussi, Dominique Cardon en a beaucoup parlé, ce qu'apportent les réseaux sociaux, c'est vraiment un phénomène de dérégulation du marché de l'information qui produit ses propres règles en termes de circulation et d'évaluation de la pertinence des informations, que sur les réseaux sociaux, on a aussi une logique de contre-démocratie, pour reprendre les termes de Pierre Rosanvallon, qui sont très importants, et que ce phénomène des fake news, il doit aussi être mis en parallèle avec un autre phénomène important qui est la prise d'autonomie des citoyens dans leur manière de fabriquer leur opinion et leur jugement vis-à-vis des élites politiques, intellectuelles, médiatiques, et qui va déboucher sur une prétention à la véracité. C'est-à-dire, on n'a plus envie de penser comme les intellectuels, plus envie de penser comme les journalistes, comme les personnalités politiques, et au final, ce qui nous autorise à avoir notre propre vérité vis-à-vis des événements, mais une forme de vérité qui, à ce titre, prend ses distances avec la réalité. Bref, les fake news sont aussi un levier d'intervention dans le débat public, ça j'en ai parlé, même si c'est à partir d'éléments imaginaires. Et puis, chose dont on n'aura pas parlé ce matin, peut-être qu'on en parlera cet après-midi, peut-être que les fake news sont un problème pour la démocratie, pour le débat public en tout cas, mais en tout cas, la volonté de les censurer et la loi anti-fake news qui se profile sont aussi des menaces pour la démocratie, et on aurait tort de se réjouir de créer des nouveaux mécanismes de censure des informations sur les réseaux sociaux, alors qu'il reste malgré tout des espaces quand même de liberté d'expression. Alors on pourrait en parler longuement, mais en tout cas, voilà, cette idée de déléguer des pouvoirs de censure, notamment à des firmes privées que sont Facebook et Twitter, et qui n'ont aucune légitimité démocratique et qui ne rendent pas compte à leurs utilisateurs, c'est aussi un phénomène dont on devrait se soucier en tant que citoyen. Voilà, merci pour votre attention.